Dernier thème de cette série de vidéos de révision de droit civil, la capacité des personnes physiques à exercer leurs droits. Alors d'abord revenons sur les distinctions notionnelles. La capacité, c'est plus précisément la capacité de jouissance d'une part et la capacité d'exercice d'autre part. La capacité de jouissance, c'est l'aptitude d'une personne à être sujet de droit. À être sujet de droit, c'est-à-dire à être titulaire de droit. D'accord? Alors, en principe, on l'a vu, l'acquisition de la personnalité juridique entraîne immédiatement capacité de jouissance de tous les droits subjectifs attachés à votre personnalité. Bon. Concrètement, c'est-à-dire que l'incapacité de jouir d'un droit, elle est extrêmement rare. Elle peut résulter par exemple d'une condamnation pénale. Vous commettez une infraction et en conséquence, le droit pénal prévoit qu'il vous sera interdit d'exercer une profession. Ça veut dire que vous n'êtes plus titulaire du droit d'exercer cette profession. Ou bien, on pourra par exemple vous supprimer le droit de conduire un véhicule. Parce que vous aurez déjà commis des infractions routières, on vous supprimera votre permis. Vous ne jouissez plus du droit de conduire un véhicule. Ça peut être des interdictions permanentes ou temporaires. En général, elles sont quand même temporaires. Ça peut être aussi tout simplement une règle civile qui vise à éviter certains conflits d'intérêts et qui vous prive de la possibilité d'être titulaire d'un droit subjectif. Exemple très simple à comprendre, à l'article 909 du Code civil, on vous explique qu'un médecin qui a soigné un patient et l'a accompagné jusqu'à sa mort ne peut pas ensuite hériter de ce patient, même si le patient l'a désigné dans son testament comme héritier. Ce n'est pas possible parce qu'il y a trop de risques de conflit d'intérêts. Là où nous, on va s'intéresser aux incapacités, c'est surtout par opposition à la capacité d'exercice. La capacité d'exercice, c'est l'aptitude d'une personne, une fois qu'elle est titulaire d'un droit subjectif, à exercer elle-même, seule, ce droit. Alors en principe, toutes les personnes majeures, c'est-à-dire en France pour l'instant âgées de 18 ans, parfois ça a pu être de 21 ans, mais depuis déjà 76 de mémoire c'est 18 ans, eh bien en France les personnes majeures ont la pleine capacité, comprendre ont tous par défaut, la capacité d'exercer seuls leurs droits subjectifs. Bon. Au contraire, le principe est que les mineurs sont normalement, donc dès lors que vous avez moins de 18 ans, vous êtes normalement incapable d'exercer seuls vos droits subjectifs. Je vous ai mis les articles qui traitent de ces principes. Évidemment, il y a des exceptions. Et des exceptions qui seront toutes tributaires du même critère, c'est la vulnérabilité du titulaire de droit subjectif. En particulier, les mineurs peuvent parfois être particulièrement matures, donc ne plus avoir ce postulat de vulnérabilité lié à leur minorité, et donc dans ce cas-là, ils seront capables. Alors ils seront capables le plus souvent quand il y aura eu officiellement reconnaissance de leur maturité par le biais d'une émancipation. Après, pour certains actes, on verra, ils peuvent aussi les faire seuls parce que c'est des actes anodins. Bon, donc là, ils ne sont pas spécialement vulnérables parce que l'acte ne va pas les impacter de façon importante. Les majeurs, c'est l'inverse. Les majeurs, en principe, ils sont capables dès lors qu'ils sont majeurs, mais à l'inverse, certains majeurs, malgré leur majorité, seront jugés particulièrement vulnérables et seront donc protégés par l'incapacité à exercer seuls leurs droits librement. Alors, cette incapacité des majeurs, elle va résulter parfois de ce qu'on appelle l'insanité d'esprit, qui est régie aux articles 414-1 à 414-3 du Code, ou bien résulter d'une décision du juge qui aura ouvert à leur bénéfice une mesure de protection. Article 415 et suivant du Code. Si je reviens maintenant en détail sur l'incapacité des mineurs, enfin c'est un détail synthétique quand même, mais si je fais les grandes lignes de l'incapacité des mineurs, allez lire, je ne peux que vous encourager à lire les articles 388 et suivants du Code. Principe. Évidemment que les mineurs peuvent être titulaires de droits subjectifs. Alors, sauf quand c'est inhérent à leur âge, par exemple le droit de vote, vous n'en êtes pas titulaire tant que vous n'êtes pas majeur. Ça, vous êtes coincé. Mais même quand vous êtes titulaire de droits subjectifs, vous pouvez tout à fait avoir des droits de propriété quand vous êtes mineur. L'idée, c'est que vous ne pouvez pas normalement les exercer vous-même. Vous êtes encore trop vulnérable par l'immaturité liée à la minorité, et donc, la défense de vos intérêts, elle ne sera pas assurée par vous, elle sera assurée par quelqu'un dont ça va être la mission, qu'on va appeler un représentant, et qui normalement sera les parents, l'un des parents, ou les deux parents s'il y a les deux, ou un substitut aux parents, qui va être l'autorité de tutelle du mineur. Bon. Il y a des exceptions à cette incapacité de principe des mineurs. D'abord, quand l'acte ne met pas spécialement en danger les intérêts du mineur, parce que c'est un acte de la vie courante, acheter ou vendre un jeu vidéo, une baguette de pain, que sais-je, ça va pas non plus grever le budget du mineur de telle façon qu'il va s'endetter sur des milliers d'années. Donc forcément, la protection ici est minimale. C'est la protection contre la lésion, c'est-à-dire vraiment un contrat qui aurait été fait en exploitant la fragilité
peut-être la candeur du mineur et en créant un contrat très désavantageux pour lui, au point que c'est un désavantage tellement important qu'on l'appelle lésionnaire. Dans ce cas-là, ça permettrait d'annuler ce contrat relevant de la vie courante. Mais normalement, un mineur peut aller tout à fait s'acheter un goûter, même s'il est relativement jeune, à la boulangerie. On va pas lui dire désolé, je peux pas te vendre la baguette de pain ou le gâteau parce que tu as 13 ans. Bon. Donc, ça, c'est pas un problème. Pour rédiger un testament, c'est quand même déjà un peu plus délicat, mais la loi permet de le faire à partir de 16 ans. Simplement, contrairement à un majeur, le mineur ne peut régler sa succession par testament que pour la moitié de son patrimoine. Au cas où quand même, le reste, il faudra que ce soit les parents qui l'aident à gérer ses dernières volontés là-dessus. Bien. Et ensuite, en fonction de sa maturité, ce qui est très aléatoire, parfois c'est la loi qui va fixer un seuil, parfois c'est un tiers qui peut être le juge par exemple, qui va apprécier le niveau de maturité du mineur, et dans ce cas-là, le mineur va être consulté par ses représentants ou justement le juge pour prendre des décisions personnelles le concernant. Théoriquement, c'est plus une proclamation qu'autre chose, mais l'orientation scolaire d'un mineur est choisie par ses parents après consultation du mineur. Bon. Maintenant, quand par exemple il y a un désaccord entre les titulaires d'autorité parentale, les parents ne sont pas d'accord sur un choix à faire relatif au mineur, son lieu de vie, son lieu d'éducation, la façon de l'éduquer religieusement ou pas, etc., bon, le juge peut être saisi, notamment le juge aux affaires familiales, pour trancher des conflits dans les titulaires du pouvoir de justement défendre les intérêts du mineur. Bon. Et puis évidemment, si ceux qui sont normalement investis de la mission de représenter le mineur, ses parents, éventuellement l'autorité de tutelle si les parents n'ont plus l'autorité parentale ou s'il n'y a plus de parents, eh bien, si jamais les représentants du mineur sont défaillants et que ça met le mineur en danger, eh bien le mineur lui-même, alors que théoriquement il est incapable de tout faire, et donc y compris de faire des procès à quelqu'un, il va pouvoir agir en justice pour demander à bénéficier de mesures d'assistance éducative, pour demander à ce que la justice remédie à la défaillance de celui qui a investi normalement de la mission de défendre ses intérêts. Alors, cette représentation des mineurs, elle est exercée par qui? Eh bien, en principe, par ses parents, titulaires de ce qu'on appelle l'autorité parentale. Alors, ça peut être un des parents ou les deux parents. Bon. Ils ont l'autorité parentale pour toutes les décisions concernant la vie personnelle du mineur, et ils ont l'administration légale du patrimoine de leur enfant, du mineur. Bon. Et en cas de difficulté, on va s'adresser au JAF, au juge des affaires familiales. Bien. Par exception, la représentation des mineurs, elle va être exercée par le conseil de famille auquel est adjoint un tuteur. Mais ça, normalement, ce sera en cas d'absence des parents, donc défaillance, ou bien de décès. Ou bien peut-être à titre de sanction, si on a retiré l'autorité parentale aux parents par décision de justice, notamment. Et le tout, évidemment, se fera, comme toujours, sous le contrôle, ou parfois, dans certains cas, l'autorisation préalable du JAF. Je ne rentre pas dans le détail, vous aurez le détail en allant consulter le code civil et votre cours. L'incapacité des majeurs, maintenant. Alors, la notion de majeur protégé, elle est plus politiquement correcte aujourd'hui que la notion de majeur incapable, mais juridiquement parlant, c'est une incapacité, au sens où on l'a vu précédemment. Bon. Ça désigne quoi? Ça désigne le majeur sous sauvegarde de justice, le majeur sous mandat de protection future, qui fait l'objet d'un accompagnement social personnalisé ou de mesures d'accompagnement judiciaire. Donc à vrai dire, c'est un tout petit peu plus large que l'incapacité, parce que c'est pas toujours une incapacité dont est frappé le majeur qui bénéficie d'une de ces mesures. Mais bon. Encore une fois, on part du principe que toute personne majeure est présumée dotée de la capacité d'exercer seule ses droits subjectifs. Bien. Donc là, c'est une anomalie qu'un majeur ait besoin d'un représentant ou d'une assistance, en tout cas à minima, dans l'exercice de ses droits subjectifs. Quand est-ce que cela va arriver? C'est l'article 415 qui pose les grandes lignes ici. Il vous dit qu'on ne va protéger la personne majeure que si son état le justifie, et pas plus qu'il n'est nécessaire. D'accord? Donc, en fonction de ses besoins, on adapte le niveau de protection du majeur pour lui laisser un maximum d'autonomie. Pas moins que nécessaire, parce qu'il faut quand même qu'il soit protégé s'il en a besoin, mais pas plus que nécessaire pour ne pas non plus le priver de la capacité de faire ce qu'il pourrait faire seul, parce que ce serait un petit peu, justement, infantilisant, dégradant pour le majeur. Du coup, il faut savoir quand est-ce qu'un majeur a besoin de protection. Ça, c'est l'article 425 du Code civil qui le détermine, et qui établit que le majeur a besoin de protection quand il est incapable d'exprimer sa volonté. Alors, soit
en raison d'une cause mentale, il n'a pas la lucidité suffisante pour pouvoir exprimer sa volonté, soit peut-être une incapacité physique. Vous pouvez tout à fait avoir toute votre tête, mais ne plus pouvoir parler. Le résultat est le même, personne ne sait ce que vous voulez, parce que vous ne pouvez plus communiquer. D'accord? Soit on n'avait plus l'aptitude intellectuelle, soit on n'avait plus l'aptitude physique pour communiquer votre volonté, mais le résultat est le même. On ne sait pas ce que vous voulez pour vous. Bon. Et évidemment, il y a des gradations sur le niveau d'incapacité qui peut être le vôtre à exprimer votre volonté. Bon. Toujours est-il que cette incapacité à exprimer votre volonté, elle doit entraîner l'impossibilité de défendre vous-même vos intérêts, et donc à contrario, elle doit impliquer qu'un tiers intervienne pour pouvoir vous aider à exercer vos droits personnels. Et évidemment, qui va établir que vous êtes dans l'incapacité d'exprimer vous-même votre volonté relative à vos droits subjectifs? Une expertise médicale. Il n'y a que les médecins qui peuvent le dire. Jamais le juge ne peut se substituer à un médecin. Mais il faut que ça résulte du dossier médical de quelqu'un, à minima, mais il n'est pas en état d'exprimer lui-même sa volonté. Dans ce cas-là, on va mettre en place un régime de protection qui va venir encadrer les actes que peut accomplir une personne. Donc évidemment, il faut connaître la nature de ces actes, l'impact que ces actes ont sur la situation personnelle ou patrimoniale d'une personne, pour derrière comprendre la logique des mécanismes de protection, mais là encore, un peu comme pour le droit des biens, tout est extrêmement logique, une fois que vous avez compris le principe. Dans les différents actes juridiques que peut réaliser une personne, on a les actes conservatoires, on a les actes d'administration, on a les actes de disposition. Les actes conservatoires ou de conservation, c'est des actes qui visent à protéger la personne ou son patrimoine. Alors, c'est un acte qui est nécessaire, c'est un acte qui représente un coût dérisoire, qui n'entraîne pas une modification permanente des droits de la personne. Autrement dit, il y a un impact extrêmement réduit. Pour les mineurs, on pourrait presque après ça des actes de la vie courante. Alors en fait, c'est pas tout à fait des notions parallèles, bien sûr, mais conservation, c'est protection. Je veux conserver les choses en l'état, je veux préserver mes droits. Comme c'est de la préservation, c'est un acte qui est par hypothèse bénéfique normalement. L'acte d'administration, là on est vraiment dans les actes normaux de gestion courante pour un adulte en tout cas, pour un majeur, et donc par exemple, administrer des biens, c'est décider comment on les utilise, comment on exploite un terrain, est-ce qu'on met un logement en location, etc., etc. Tout ça va certes impacter quand même vos droits sur le bien ou vos droits sur votre personne, mais de façon modérée et en tout cas pas permanente. A l'inverse, un acte de disposition, c'est un acte grave. Donc là, évidemment, ça va recouvrir exclusivement les droits patrimoniaux, mais les actes de disposition sont des actes d'aliénation et vous perdez le droit que vous aliénez. Comme ça modifie de façon importante et durable le patrimoine de la personne protégée, là, évidemment, on se doute bien que un majeur dont l'état mental ou corporel ne lui permet pas d'exprimer sa volonté ne pourra certainement pas faire des actes de disposition seul. En revanche, conservation, administration, ça pourra se discuter. De façon générique, les actes de conservation, quel que soit votre régime de protection, ils ont tendance à ne pas être soumis à un formalisme particulier. En particulier s'il y a urgence, parce que justement, c'est des actes, par leur nature, bénéfiques. Les actes d'administration, ça va dépendre du régime. Le plus souvent, le majeur protégé pourra quand même les accomplir seul. Parfois, il devra passer par un tiers. Ça va dépendre du type d'acte, ça va vraiment être du cas par cas ici. Bon. Et les actes de disposition, en revanche, c'est des actes graves, donc c'est extrêmement rare que la personne protégée puisse les accomplir seule. Qui va contrôler, en tout cas, les actes juridiques accomplis seuls par un majeur protégé? Eh bien, en principe, la protection du majeur, donc qui va aider ou décider à la place du majeur, qui va aider le majeur à se décider ou décider à sa place de faire l'un de ses actes, en principe, c'est d'abord le conseil de famille. Le conseil de famille, il est composé de parents et d'alliés. Les parents, c'est par le sang, les alliés, c'est par les liens juridiques, par exemple le mariage, et il est présidé par un juge qu'on appelle le juge des contentieux de la protection. Si vous n'avez pas de famille, ce sera un tiers qui sera investi de cette mission de protection. Il y a parfois une professionnalisation des métiers de protection, des majeurs. Par exemple, il y a des tuteurs professionnels, des curateurs professionnels. Bon. Mais quand on peut, on essaie de laisser ça en famille pour que ce soit évidemment moins psychologiquement traumatisant pour le majeur protégé. Bon. Ça reste des personnes familières qui s'occupent de lui. C'est ça l'idée. Et puis le procureur de la République, évidemment, en tant que défenseur de l'intérêt général, a un rôle à jouer dans ne serait-ce que le déclenchement des mesures de protection au bénéfice du majeur qu'il s'agit de protéger. Qu'est-ce qui se passe quand l'un de ces actes juridiques
a été réalisé en violation du régime qui s'y applique. Donc ça se posera rarement comme problème pour les actes conservatoires, mais si un acte d'administration ou de disposition a été réalisé seul par le majeur alors que son régime de protection ne le lui permettait pas. Bon. Eh bien, le plus souvent, l'acte encourra la nullité. Ce qui va varier, c'est que parfois la nullité sera automatique, dès lors que l'acte est réalisé en violation des règles de son régime, la nullité est prononcée. Parfois, c'est uniquement si les conséquences de l'acte sont dramatiques pour la personne protégée qu'il pourra être annulé, c'est-à-dire si l'acte est lésionnaire. Bon. Mais comme il s'agit de protéger le majeur quand même, normalement quand on annule un contrat, tout ce que vous avez reçu de l'autre partie au contrat en exécution du contrat, vous devez le rendre, c'est assez logique. J'ai acheté un bien, le contrat est annulé, je rends le bien et on me rend mon argent. Bon. Mais pour un majeur protégé, je vous invite à lire les textes, ça ne se passera pas toujours comme ça. Le plus souvent, il ne va devoir restituer que ce qui lui a profité, c'est-à-dire le bénéfice qu'il a pu tirer de l'opération. Alors, ce régime des mesures de protection, si vous êtes sous curatelle, quels actes vous pouvez faire seul, si vous êtes sous tutelle, quels actes vous pouvez faire seul, etc. Bref, il va concerner évidemment aussi les tiers. On n'envisage pas que le point de vue de la personne protégée, qui a peut-être conclu un peu hâtivement un acte juridique, réalisé en tout cas un peu hâtivement un acte juridique, on envisage aussi la situation des tiers qui ont peut-être contracté avec une personne protégée. Bon. Est-ce qu'on peut leur reprocher d'avoir méconnu le régime de protection du majeur et d'avoir fait avec lui un acte juridique qu'il ne pouvait pas faire seul? Si la mesure de protection a été publiée depuis 2 mois, il y aura toujours un jugement qui va ouvrir une tutelle, une curatelle, etc. Bon. Dans les 2 mois de la publication de cette décision, on ne peut pas opposer le régime de protection au tiers qui ferait des actes juridiques avec le majeur protégé. Passé 2 mois après la publication du jugement ouvrant la mesure de protection, on s'attend à ce que les tiers sachent qui fait l'objet de ces mesures de protection, et donc ne concluent pas les actes interdits au titre du régime de protection avec cette personne. Bon. Qu'est-ce qui se passe si un acte a été réalisé moins de 2 ans avant le jugement d'ouverture de la mesure de protection? Donc on a identifié un besoin de protection d'un majeur, on a ouvert une mesure de protection par jugement, mais peut-être que l'état de vulnérabilité du majeur existait avant même que la justice s'empare de la question et lui attribue une certaine protection juridique. Bon. Par exemple, quelqu'un avait besoin de curatelle depuis de nombreuses années, on a mis du temps à saisir la justice pour faire ouvrir une curatelle contre lui et donc à informer les tiers que cette personne était désormais sous curatelle. Oui, mais il n'en reste pas moins que sa vulnérabilité, son incapacité à vouloir réaliser des actes juridiques seul, elle existait factuellement avant d'être reconnue juridiquement depuis déjà plusieurs années. Bon. Si on a un acte dont on se demande s'il n'a pas été réalisé par quelqu'un qui n'aurait pas dû le faire seul, mais qui est réalisé moins de 2 ans avant le jugement d'ouverture. Il va être suspicieux cet acte. On va se dire, ah, moins de 2 ans après la réalisation de cet acte, par exemple la vente de sa maison, la personne a été mise sous tutelle. Est-ce qu'elle avait déjà, pour être un peu vulgaire, est-ce qu'elle avait déjà toute sa tête au moment où elle a vendu sa maison? Certes, à l'époque, il n'y avait aucune décision de justice officielle qui disait il faut la mettre sous tutelle, elle ne peut pas faire ce genre de choses seule. Mais ça reste suspect. Et donc ici, le législateur considère que rétroactivement, si, comme l'acte est suspect, rétroactivement, on pourra éventuellement annuler l'acte en question si il était notoire que le majeur qui a réalisé l'acte n'avait pas toutes ses facultés mentales. Donc par exemple, vous vendez votre résidence principale à votre voisin. 1 an et demi plus tard, vous faites l'objet de l'ouverture d'une tutelle, où normalement vous ne pouvez pas faire cet acte de disposition. C'est quand même très suspect que vous ayez vendu votre domicile. Est-ce que peut-être votre voisin n'a pas abusé de votre faiblesse, n'a pas profité du fait que vous n'étiez pas sous tutelle, donc théoriquement vous n'étiez pas interdit, vous n'avez pas retiré la capacité de faire cet acte de disposition, pour acquérir à des conditions avantageuses pour lui votre bien immobilier? Comme c'est moins de 2 ans avant le jugement d'ouverture, on suspecte l'état mental de la personne qui a réalisé cette opération, et si on établit que sa faiblesse mentale était connue, sans être officialisée par une décision de justice, mais était connue du co-contractant, l'acte pourra éventuellement être annulé. Il faut quand même que ça ait entraîné un préjudice, évidemment, pour le majeur concerné, qui, plus tard, aura été placé sous protection. Et à minima, on pourra toujours réduire l'étendue des obligations nées du contrat. Bref, je vous invite à lire l'article 464 là-dessus.
Si en revanche l'acte a été réalisé 2 ans ou plus avant le jugement d'ouverture de la mesure de protection, là, on n'est plus en période suspecte. Donc on va pas non plus pénaliser les tiers qui auraient contracté avec quelqu'un et puis 2 ans et demi plus tard, cette personne est placée sous tutelle. Voilà, vous pouvez pas anticiper non plus, heu, l'insanité qui aura été, jugée ou, l'incapacité physique à exprimer sa volonté. Bref, donc ici, qu'est-ce qui se passe? Il n'est pas exclu que cette personne ait quand même manqué, heu, de lucidité au moment où elle a fait l'acte. Mais on ne pourra plus le présumer, ce sera plus dans cette fameuse période suspecte de jugement d'ouverture moins 2 ans. Et donc, on va du coup faire comment? Eh bien, on va appliquer un régime général qui s'applique indépendamment de toute mesure de protection, indépendamment de toute question de vulnérabilité du majeur, etc. On va appliquer le régime de l'insanité d'esprit. Ça, c'est valable pour n'importe qui, que vous ne soyez jamais dans votre vie placé sous tutelle, sous curatelle, etc. Si vous arrivez à démontrer qu'il y avait insanité d'esprit au moment où l'acte juridique a été réalisé, eh bien, dans ce cas-là, l'acte pourra éventuellement être annulé. Alors attention, l'insanité d'esprit, c'est un régime parallèle par rapport aux mesures de protection. Ça peut exister alors que vous ne faites pas l'objet d'une mesure de protection, ça peut exister même quand vous faites l'objet d'une mesure de protection. C'est complètement indépendant. Je vous invite encore une fois à lire les textes, c'est crucial pour bien les comprendre. Sur le régime maintenant des mesures de protection, je vais à nouveau pas rentrer dans les détails, mais je vais balayer les grandes lignes communes et les grandes lignes spécifiques à chaque acte. L'évolution contemporaine, elle est au remplacement de la protection au sens fort par l'accompagnement. Dans la mesure du possible, on essaye de prendre par la main la personne plutôt que de faire les choses à sa place. Bon. Et les instruments internationaux encouragent à le faire. Tous les traités, etc., encouragent à le faire. Bon. Ceci étant, quand mesure il y a, la plupart sont judiciaires. Parce que le contrôle du juge, c'est une garantie que l'État surveille justement les personnes vulnérables pour mieux les protéger. Mais là encore, la tendance contemporaine est à la déjudiciarisation de la protection des majeurs vulnérables. On les incite à organiser, alors qu'ils sont encore sains d'esprit, le moment où ils auront peut-être plus toute leur tête, ou peut-être tout simplement, au moment où ils ont toutes leurs facultés corporelles, à anticiper un éventuel accident grave qui les empêcherait d'exprimer leur volonté. Donc, ils peuvent tout à fait, déjà dans ce qu'on va appeler un mandat de protection future, dire si un jour je me retrouve dans une situation où je ne peux plus exprimer ma volonté, voilà comment je veux être protégé. Et dans ce cas-là, c'est ce document qu'on appliquera et on n'ira pas saisir le juge pour qu'il décide quel régime de protection légale doit se voir appliqué au majeur. Bon. Il y a un intermédiaire qui est l'habilitation familiale, où là encore, votre situation personnelle et patrimoniale est gérée dans le cercle familial. Bon, je ne vais pas revenir là-dessus en détail, mais on a voulu éviter le formalisme lourd de l'action en justice pour euh, forcer le majeur à bénéficier d'une mesure de protection dont il n'a peut-être pas envie. Bon. Pour son bien malgré lui, en quelque sorte. En tout cas, je vous laisserai donc lire en détail cette mesure non judiciaire qu'est le mandat de protection future. Je vous en ai déjà dit quelques mots. Mais nous, on va se concentrer sur les mesures judiciaires. Ce qu'il faut que vous connaissiez, c'est sauvegarde de justice, curatelle et tutelle. Bon. Oubliez l'habilitation familiale, mais on peut vous donner des cas pratiques ou des arrêts sur sauvegarde, curatelle, tutelle. Il y a certaines règles qui sont communes à toutes ces mesures. D'abord, article 426, quel que soit le régime de protection, la personne doit, dans la mesure du possible, rester chez elle et dans ses meubles. On ne va pas se mettre à vendre ses biens, on ne va pas la coller en maison médicalisée ou en EHPAD ou quoi que ce soit pour un oui, pour un non. Le principe, c'est autant que possible, tant que ce n'est pas un danger pour elle-même, la personne reste chez elle avec ses meubles. Et elle choisit en tout cas où elle veut vivre. Article 459-2. Si jamais on doit la déplacer, on doit lui demander où elle veut aller, vu qu'elle ne peut pas rester seule chez elle. S'il y a des actes graves à faire, vendre des biens, internement dans un centre, et un formalisme très lourd et protecteur prévu par ces textes pour respecter notamment la dignité de la personne. Peut-être qu'il y a des biens dont elle n'a pas besoin, mais qui ont une valeur sentimentale pour elle. On ne va pas les vendre, même si elle est peut-être en besoin désespéré de ressources financières. Bon. Deuxièmement, la personne chargée de la protection du majeur ne va pas pouvoir décider de fermer les comptes bancaires du majeur dont elle doit assurer la protection discrétionnairement. C'est quand même un acte grave de fermer des comptes bancaires, ou à l'inverse, d'ouvrir des comptes bancaires, et c'est à la limite presque suspect de la personne qui protège le majeur de faire ça. Donc forcément, on va s'assurer que elle ne prive pas la personne protégée de moyens de subsistance en faisant cette opération bancaire. Donc, article 427 du Code civil qui régit la question. A l'inverse, on ne voudrait pas que la personne laisse trop facilement
gérer ses comptes bancaires à la personne protégée et se défausse en quelque sorte de sa protection sur le majeur protégé lui-même en lui disant: «Oh bah, je vais te laisser gérer tes biens tout seul, je t'ouvre un compte bancaire». Non. Donc, bah, il y a des contrôles particuliers de ces opérations-là qui sont réalisés par la personne chargée de la protection du majeur. Pour le reste, si je m'intéresse à la sauvegarde de justice, sa logique, elle est assez spécifique, c'est que la sauvegarde de justice, ça répond à un besoin temporaire de protection juridique, éventuellement de représentation, c'est-à-dire que la représentation, c'est quelqu'un qui fait les choses à votre place, d'accord? L'assistance, c'est quelqu'un qui vous accompagne, qui vous conseille. La représentation, c'est quelqu'un qui vous remplace, qui se substitue à vous. C'est pas la même chose de jouer à quatre mains au piano, si vous voulez, et puis de dire dégage du tabouret, c'est moi qui vais jouer le morceau. Bon. Donc, euh, c'est une mesure temporaire. Théoriquement, elle est censée durer qu'1 an, la sauvegarde. Peut-être que vous êtes en dépression et que vous avez besoin que, bah, on s'occupe de vous parce que vous êtes plus capable de le faire. Ça dure normalement 1 an. Évidemment, si la situation persiste, on renouvellera la mesure de sauvegarde. Ce qui est important, c'est que c'est la mesure la moins attentatoire à la capacité d'exercice du majeur. Dans une sauvegarde, on n'a pas d'incapacité d'exercice générale. C'est-à-dire que ce sera toujours acte par acte qu'on vous dira ça, vous pouvez pas le faire seul. Mais le principe restera que vous pouvez faire des actes seuls, sauf si le juge a décidé le contraire. D'accord ? L'incapacité va être limitée à l'acte pour lequel un mandataire a été nommé par le juge pour vous aider à faire cet acte, ou pour vous représenter dans l'accomplissement de cet acte. A l'inverse, tous les autres actes non visés dans le jugement d'ouverture de la sauvegarde, vous pouvez les faire seul. Si vous avez fait seul un acte que théoriquement vous aviez le droit de faire parce qu'il n'était pas visé par la sauvegarde, est-ce que il ne pourra jamais être mis en cause au motif que bah, vous aviez le droit de le faire seul, le juge ne vous l'avait pas interdit? Bah, on a quand même identifié que vous aviez un besoin de protection. Donc même si le juge ne vous avait pas interdit de le faire seul, si l'acte est vraiment trop désavantageux pour vous, s'il y a eu lésion, vous êtes exagérément appauvri, anormalement, personne n'aurait fait ça, eh bien, il va pouvoir être rescindé. C'est une sorte de nullité, mais spécifiquement adaptée au cas où la cause de la suppression de cet acte juridique, c'est la lésion. On va pas dire nullité, du coup, on va dire récision pour lésion. Et éventuellement, peut-être que même si c'est pas forcément lésionnaire, on va réduire les obligations, les engagements que vous avez pris envers autrui dans le cadre de cet acte juridique en disant non, là il y en a trop. Bon, faut pas quand même léser autrui qui peut-être a cru pouvoir faire ce contrat avec vous parce qu'a priori c'était pas interdit par le jugement de sauvegarde, mais là on va réduire les engagements que vous avez conclus de façon excessive au profit d'un tiers. La curatelle maintenant. Dans la curatelle, là, on est dans une sorte de semi-incapacité générale. C'est-à-dire que vous n'êtes pas hors d'état de faire des actes juridiques par vous-même, mais vous avez besoin d'être assisté ou contrôlé de manière continue, en tout cas, pour les actes importants de la vie civile. Importants. Donc, c'est-à-dire systématiquement, par exemple, les actes de disposition. C'est pas que vous ne pourrez pas les faire seul, c'est que vous aurez besoin quand même de prendre conseil, à minima, euh, ou peut-être de prévenir quelqu'un que vous allez faire cet acte seul, de façon à ce que cette personne, en cas de doute, puisse saisir le juge pour dire est-ce que vraiment ça pose pas de problème qu'elle fasse ça seule. Bon. Donc concrètement, la personne protégée pourvoit ses intérêts elle-même, mais pour autant, elle-même, ça ne veut pas dire seule. D'accord ? Les actes graves de disposition nécessitent l'assistance du curateur. Donc là, c'est une mélodie à quatre mains. Le curateur doit être en gros assis à côté de vous quand vous signez le contrat de disposition, par exemple, quand vous signez l'acte de disposition. Bon. Maintenant, ça c'est le régime légal. La loi permet au juge d'aménager ce régime légal comme il l'entend au regard des besoins du majeur qu'il s'agit de protéger. Donc la curatelle peut être par rapport à ce principe de base, semi-incapacité, les actes de disposition doivent être faits avec l'assistance du curateur. Si le juge dit rien, c'est ça qui s'applique. Mais il peut aussi dire, il y a quelques actes d'administration qui ne pourront aussi être faits qu'avec l'assistance du curateur. Ou à l'inverse, il peut dire, il y a quelques actes de disposition qui pourront quand même être faits sans l'assistance du curateur. Donc il peut déroger à la hausse ou à la baisse l'intensité de la curatelle. Il peut modifier à la hausse ou à la baisse l'intensité de la curatelle et déroger au régime légal en fonction des besoins du curatellaire, c'est-à-dire de la personne placée sous curatelle. Bon. En termes de durée, la curatelle, ça dure plus longtemps qu'une sauvegarde. Par principe, c'est pour 5 ans. Et au bout de 5 ans, on se demande s'il faut renouveler la curatelle ou s'il n'y a plus de besoin de curatelle. Attention, quand on dit assistance du curateur, j'insiste là-dessus, ça veut dire que le curateur conseille, il n'accomplit pas les actes à la place de la personne protégée, ça ce serait de la substitution, de la représentation. On distingue bien assistance et représentation. Qu'est-ce qui se passe quand
pour faire un acte, il fallait l'assistance du curateur, et que cet acte est fait sans l'assistance du curateur. Dans ce cas-là, l'acte est nul. Mais attention, c'est ce qu'on appelle une nullité relative, dans la mesure où seul le curateur ou le curatellaire peut demander l'annulation, pas le tiers qui a conclu l'acte avec le curatellaire. Donc X est sous protection curatelle, il conclut un acte avec Y. Cet acte, il n'avait pas le droit de le conclure sans l'assistance du curateur, et pourtant il l'a fait seul. Y ne pourrait pas demander l'annulation de l'acte. Seul le curatellaire ou son curateur peut dire « Ah, désolé, ça le curatellaire ne pouvait pas le faire seul ». Et en tous les cas, c'est facultatif, c'est-à-dire que certes la nullité est encourue, mais le juge n'annulera l'acte réalisé par le curatellaire sans l'assistance de son curateur en violation du régime de la curatelle que si ça nuit aux intérêts de la personne protégée. Si elle a fait une opération très lucrative pour elle, il n'y a aucune raison de l'annuler, même si elle l'a fait seule sans l'assistance du curateur. La tutelle maintenant. Alors la tutelle, c'est l'extrême inverse par rapport à la sauvegarde, c'est-à-dire que c'est une incapacité quasi totale. Dans le régime légal de base de la tutelle, on postule que le tutélaire ne peut pas faire des actes seul, même des actes de la vie courante. Bon. Mais là encore, le juge peut préciser que, exceptionnellement, par dérogation au régime légal, le tutélaire peut faire seul certains actes de sa vie courante, des actes d'administration. Il n'y a pas que les actes de disposition qui lui sont interdits, normalement, il y a aussi des actes d'administration, mais il peut les faire. Bon. Et puis, il y a même des actes quand même très importants pour le tutélaire, mais qui sont éminemment personnels, qui relèvent de son intimité, et que le législateur n'a pas voulu subordonner au régime de la tutelle, qu'il a quand même voulu permettre au tutélaire de faire seul. Par exemple, la décision de se marier ou de conclure un pax. Ça, on a estimé que c'était trop personnel pour pouvoir subordonner ça à l'accord du tuteur. Bon. Mais il n'en reste pas moins que, normalement, les actes, quand vous êtes sous tutelle, ne peuvent pas être réalisés par vous-même, ils doivent être réalisés par le tuteur, qui est votre représentant, et donc doit faire les actes à votre place. Est-ce que ça veut dire que le tuteur peut faire tout et n'importe quoi? Non, évidemment. Parfois, le tuteur lui-même devra obtenir une autorisation de faire un acte au nom du tutélaire. Par exemple, agir en justice pour défendre le droit à la vie privée du tutélaire. Comme ça touche à la personnalité du tutélaire, on ne laisse pas le tuteur faire ça seul. Oui, évidemment, c'est dans l'intérêt du tutélaire, mais comme c'est trop personnel, défendre cet intérêt-là du tutélaire, le tuteur ne peut pas en prendre la décision seul. Soit il obtient l'autorisation du juge, soit s'il y a un conseil de famille, il faut qu'il obtienne l'autorisation du conseil de famille. Combien de temps dure une tutelle? En principe, 5 ans. Sur avis médical, le juge peut l'ordonner tout de suite pour 10 ans. Le tout est évidemment renouvelable. Qu'est-ce qui se passe si un acte a été fait en violation des règles de la tutelle? Là, il est nul de plein droit. Différence majeure avec les actes faits en violation de la curatelle. Nullité automatique de l'acte fait en violation de la tutelle. Même si cet acte n'est pas préjudiciable, il doit être annulé. Voilà pour la capacité des personnes physiques à exercer leurs droits, et ça met fin à ce cycle de vidéos de révision de votre cours de droit civil. Bien sûr, en cas d'incompréhension, n'hésitez surtout pas à m'envoyer des questions par mail. Vous aurez certainement remarqué que je n'ai pas fait de vidéo sur le droit de la preuve, que vous avez vu à la fin du premier semestre et qui a fait l'objet de séances de TD au début du deuxième semestre. C'est parce que sur le droit de la preuve, j'ai déposé dans le Google Drive du groupe un document écrit qui récapitule l'intégralité de ce que vous devez connaître, et avec un petit tableau synthétique à la fin. Lisez attentivement ce document. Là encore, le droit de la preuve, c'est un thème qui se prête beaucoup à un cas pratique, éventuellement à des arrêts, peut-être même à des sujets de dissertation. Et il peut tout à fait se combiner avec les différents droits qu'on a vus, que ce soit les droits patrimoniaux ou extra-patrimoniaux, puisqu'on peut se demander comment les prouver et comment combattre la preuve apportée par l'adversaire, etc. etc. J'en reste là donc pour ce cycle de vidéos. Bonne révision et à bientôt pour le stage intensif.